Nous allons désormais aborder un point crucial qui est celui du recrutement. Grand 2, le recrutement. Il existe un principe affirmé par le Conseil constitutionnel le 20 juillet 1988. L'employeur est libre d'embaucher ses collaborateurs. On ne peut pas lui imposer, à l'exception de certains travailleurs, nous reparlerons comme les travailleurs handicapés, on ne peut a priori pas lui imposer des gens. Toutefois, nous savons tous qu'il existe des abus et une loi du 31 décembre 1992 est venue réglementer cette phase du recrutement d'un point de vue assez théorique toutefois. En pratique, nous savons tous que les choses ne se passent pas de la même manière. Nous verrons tout d'abord les formes du recrutement avant de voir les règles du recrutement. Grand A, les formes du recrutement. Le recrutement peut prendre 3 formes. Tout d'abord, petit 1 si vous le souhaitez très rapidement, le recrutement direct. Ce recrutement direct, en fait, concerne l'entreprise. Il peut en effet être interne. Cela coûte le moins cher. La promotion dans l'entreprise est un facteur de recrutement non négligeable. Si ce recrutement est externe, il peut avoir lieu par contact privé, le bouche à oreille, et puis maintenant le développement des réseaux sociaux professionnels. Là encore, ce sont des modes non négligeables de recrutement. Il existe toujours la bonne vieille annonce publique assurée dans la presse, mais vous savez certainement que ces annonces sont soumises à quelques prescriptions comme l'interdiction des discriminations raciales, sexuelles, les limites d'âge, etc. Un problème plus précis se pose au moment du recrutement direct. Il s'agit du problème des discriminations à l'embauche. Le thème du recrutement pose indirectement celui, évidemment, du curriculum vitae que les candidats doivent envoyer. Nous savons tous que, ces dernières années, le CV anonyme a été prôné par certaines associations de lutte antiraciste, visant à cacher le nom et l'origine des candidats à l'embauche. Je ne sais pas particulièrement si cette méthode s'avère assez intéressante, mais ce que je pense, c'est qu'elle permet de franchir peut-être la première étape, mais en tout cas pas la deuxième, où la personne sera reçue pour un rendez-vous. CV anonyme, et puis aussi on s'aperçoit qu'il y a d'autres motifs de discrimination au moment de l'embauche. Une loi du 21 février 2014 est venue rajouter un motif de discrimination à l'article L1132-1 du Code du travail. Il s'agit du lieu de résidence. Les discriminations fondées sur l'adresse existent. La mention de certains quartiers peut être un facteur préconisant au moment de l'embauche une certaine attention. Il y a d'ailleurs été effectuée une étude. Il a été prouvé après cette étude que les personnes qui avaient le plus de discrimination au moment de l'embauche étaient les jeunes femmes habitant Villiers-le-Bel. C'est très précis. Mais on comprend bien alors que peut-être sur un CV, la mention de certains quartiers dit un peu turbulent peut-être, eh bien peut-être un facteur discriminatoire. En ce qui concerne les discriminations à l'embauche, toujours concernant les discriminations raciales, certaines entreprises ont des méthodes qui sont pour le moins contestables. Certains arrêts en témoignent. À titre d'exemple, une entreprise très connue, Je mets même Beline, avait tout simplement demandé à une entreprise de recrutement, de travail temporaire, ADECO,
eh bien, de dresser une liste de critères que devaient remplir certaines jeunes hôtesses qui devaient siéger pour un événement, un salon prenant les mérites des cosmétiques. Alors il était écrit, 25 ans maximum. Bon là, on peut se dire, c'est normal quand on est jeune, on présente mieux le maquillage. Ensuite, taille 40 maximum. Bon, on peut pas dire que ça ce soit très intéressant, mais on peut l'admettre. Mais la dernière mention qui figurait était BBR. BBR, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire bleu, blanc, rouge. Ainsi, on voit nettement, à travers cette note de service qui n'aurait jamais dû être publiée, et qui malencontreusement a été connue, eh bien, que les entreprises n'hésitent pas toujours, de nos jours, à exclure certaines personnes de leur procédure de recrutement. Il s'agit d'un arrêt de la Chambre criminelle du 23 juin 2009 au numéro 07 85 109. La preuve de la discrimination est difficile. On en a déjà un petit peu parlé, je vais vous en reparler ici. Selon le Code du travail, la preuve de la discrimination est partagée. Article L. 1134-1. Mais, évidemment, le fait pour le salarié d'établir la discrimination à l'embauche est peu aisé. En matière de discrimination raciale, une présomption peut suffire. Par exemple, une différence de rémunération, de prétendues fautes disciplinaires qui n'existent pas. L'absence de transparence dans la procédure de recrutement est aussi un bon indice. En revanche, les propos peuvent s'avérer clairement discriminatoires. Il y a des recruteurs qui ne se gênent pas. Ainsi, dans un arrêt de la Chambre sociale du 18 janvier 2012 au numéro 10 16 926, une recruteuse avait clairement dit qu'elle ne faisait pas confiance aux maghrébines. La discrimination raciale était alors facilement établie. Il existe, et pour finir, des discriminations que les gens appellent les discriminations positives, mais qui n'en sont pas vraiment. Ce sont plutôt des traitements différenciés à l'embauche. On en a parlé tout à l'heure pour les personnes handicapées, mais aussi pour les seniors. On favorise dans le Code du travail l'embauche de ces personnes qui ont plus de mal que les autres à trouver un emploi. Après avoir vu donc le recrutement direct, voyons dans un petit 2 le recrutement par l'intermédiaire du service public. Là, je n'aurai malheureusement que quelques lignes à vous dire, et encore à peine, puisqu'on en a déjà parlé. L'existence du service public de placement ne fait pas échec à la liberté de l'employeur de choisir son salarié. Mais tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme compétent et, à l'inverse, tout employeur doit lui notifier les places vacantes. Toutefois, on sait tous très bien que les annonces que l'on trouve chez Pôle emploi sont quelquefois un peu périmées, elles ont fait l'objet d'un traitement direct et l'employeur ne les a envoyées que bien trop tard. Pour finir, il existe un dernier mode de recrutement, petit 3, le recrutement par l'intermédiaire d'un tiers. Là, il s'agit encore de dire quelques mots sur les cabinets de recrutement ou de chasseurs de tête qui vont être mandatés par les entreprises pour évaluer les candidats et leur proposer ce qu'ils retiennent. Quelquefois même, ces cabinets de recrutement ne se gênent pas pour contacter des salariés en poste pour leur proposer du travail dans une entreprise concurrente. Et là, on est évidemment dans le délit de débauchage. Ces cabinets de recrutement
ont évidemment une seule obligation de moyens qui les lie à leurs clients et non pas une obligation de résultat. Comment trouver la perle? C'est pas facile, d'autant que quelquefois l'entreprise qui souhaite recruter va établir une fiche qui ne sera pas tout à fait exacte et qui va peut-être conduire le cabinet de recrutement à faire des erreurs. Tous ces modes de recrutement coûtent très cher à une entreprise. Et si c'est mal ciblé, eh bien l'entreprise perd de l'argent. Raison pour laquelle, eh bien, ces cabinets de recrutement aux chasseurs de tête sont plutôt réservés à des gens qui ont des postes assez élevés dans les entreprises, des postes de direction pour lesquels on ne va pas hésiter à mettre de l'argent sur la table pour recruter ceux que l'on espère être les meilleurs. Voici ce que je pouvais vous dire pour les règles très générales relatives au recrutement et les formes qu'il prend. Voyons dans un grand B les règles du recrutement. Il existe des limites au recrutement et il existe également des principes du recrutement. Petit 1, les limites au recrutement. L'employeur est limité de deux manières dans sa liberté de recruter. Nous l'avons déjà un peu abordé, mais là, ce sera une petite synthèse. Tout d'abord, il est confronté à des priorités d'emploi et d'embauche. Les priorités d'emploi concernent les personnes handicapées et les mutilés de guerre pour toutes les entreprises qui occupent au moins 6% de salariés. Ce quota de 6% pour les personnes handicapées est légal, il est obligatoire. Mais nous savons tous que certaines entreprises préfèrent la contourner en payant une contribution à la GFIP, qui est l'organisme qui gère le travail des personnes handicapées, ou bien en déléguant une partie de leurs travaux à des entreprises prestataires de services qui emploient, elles, les personnes handicapées. Après ces priorités d'emploi, l'employeur est aussi confronté aux priorités d'embauche. Il s'agit là d'une mesure particulière que nous reverrons plus tard, puisque cela concerne les salariés qui ont été licenciés pour motif économique. À partir du moment où ils en font la demande à l'employeur après la rupture de leur contrat, ils peuvent bénéficier pendant 12 mois des informations liées à des emplois qui deviennent vacants dans l'entreprise et qui correspondent à leurs anciennes fonctions. Voilà pour les priorités d'emploi et d'embauche. Il me reste très rapidement à voir les interdictions d'emploi. Ces interdictions d'emploi concernent des règles légales très générales. L'interdiction d'embaucher un mineur de 16 ans, sauf évidemment pour certains emplois bien particuliers, dans le cinéma, dans la mode, dans la publicité. Si on a besoin de faire une publicité avec des bébés, il est clair que c'est eux qu'on va choisir. Il existe aussi des interdictions dont nous avons aussi déjà parlé concernant les étrangers en situation irrégulière, et nous le verrons plus tard, les salariés qui sont liés par une obligation de non-concurrence ou qui sont en train d'effectuer leur préavis. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Après avoir vu les limites au recrutement, voyons petit 2, les principes du recrutement. Les principes du recrutement sont de deux sortes. Tout d'abord, petit a, déjà abordé aussi, mais c'est normal, le cours est transversal, l'employeur est obligé de respecter le principe de non-discrimination et le respect de la vie personnelle du salarié. Alors, les interdictions des discriminations, on vient de les voir, en ce qui concerne les discriminations raciales, mais il existe aussi au sein de l'article L1132-1 des interdictions en raison du sexe, des activités syndicales, de la religion, de l'âge, des mœurs, de l'état de santé, du handicap, etc., etc.
Pour information, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu dans un arrêt du 18 décembre 2014, affaire C-354-13, une décision assez intéressante concernant l'obésité. Il est vrai que dans notre article L1132-1, nous avons une interdiction des discriminations concernant l'apparence physique. On pourrait donc rattacher les discriminations liées à l'obésité à ce motif discriminatoire. Mais en droit communautaire, ça n'existe pas. C'est pourquoi la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré dans cet arrêt que l'obésité est un handicap au sens de la directive 2078, mais ce n'est pas en soi un motif de discrimination. Je vous le disais donc, il y a le principe de non-discrimination, mais aussi le respect de la vie privée, de la vie personnelle du salarié. Au moment de l'embauche, les renseignements sollicités ne peuvent normalement pas conduire à des interrogations liées à des motifs personnels, à l'exception peut-être de 2 points. Le permis de conduire. Si on vous demande si vous avez le permis de conduire alors que vous devez être commercial, ce n'est pas quelque chose qui relève de votre vie privée, mais qui est nécessaire à l'emploi. Et de même, vous le savez peut-être, pour certaines fonctions, un extrait du casier judiciaire peut être demandé. Si les principes de non-discrimination et de respect de la vie personnelle sont des principes très généraux, il en existe de plus précis concernant le recrutement. Petit b, les principes issus de la loi du 31 décembre 1992. Le professeur Gérard Lioncan avait été mandaté en 1991 pour rendre un rapport relatif à la vie privée, aux libertés des salariés dans l'entreprise. Et s'en est suivi une loi du 31 décembre 1992 où certains principes relatifs au recrutement ont été édictés. Ces principes doivent être respectés tant par l'employeur que par le salarié. En ce qui concerne l'employeur, il doit respecter le principe de finalité. Les informations demandées, questionnaire d'embauche, CV, etc., doivent avoir pour seule finalité d'apprécier la capacité du candidat à occuper un emploi ou ses aptitudes professionnelles. Deuxième principe, le principe de pertinence qui va avec. Les questions posées doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l'emploi. Troisième principe, principe de transparence et de confidentialité des informations. Principe de transparence, cela veut dire qu'aucune information concernant un candidat ne peut être recueillie par un dispositif informatique sans qu'il en ait eu connaissance au préalable. Le principe de confidentialité des informations, c'est ni plus ni moins l'application de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978. Les données personnelles ne peuvent être collectées. La personne doit avoir été informée au préalable de la collecte de ces données et il a un droit d'accès aux fichiers pour rectification, tout ceci sous le contrôle de la CNIL. Certaines méthodes d'évaluation passent très bien, passent très bien le test, sans aucun souci. En revanche, on peut s'interroger sur certains tests de personnalité à l'aide de méthodes quelquefois un peu ésotériques, comme la graphologie, la psychomorphologie, l'astrologie, le test de Rorschach, qui sont des méthodes, en tout cas pour le test de Rorschach, qui avait été créé pour les hôpitaux psychiatriques. On peut donc se demander si c'est vraiment adapté au recrutement. Voilà ce que doit respecter l'employeur. Est-ce qu'il le fait? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, le candidat à l'embauche doit lui aussi respecter un principe, et il s'agit du principe de bonne foi. Le candidat est tenu de répondre aux questions posées par l'employeur de bonne foi.
À l'occasion de la création de ce principe, le professeur Lyon-Can avait déclaré que l'on créait là, à ce moment-là, eh bien, le droit au mensonge de la femme enceinte. En effet, est-ce qu'un employeur peut vous demander si vous souhaitez avoir des enfants dans un avenir proche? Est-ce que vous êtes enceinte, etc. Alors, vous êtes tenu de répondre de bonne foi. Donc, la bonne foi contre les questions posées par l'employeur. Il va de soi que la protection de la femme enceinte est au-dessus de tout cela. Et que l'on peut donc considérer, même si on ne sait pas quelles seront les suites de l'affaire, que notre femme enceinte serait protégée. Maintenant que nous avons vu les principes essentiels concernant l'accès au travail, il me reste à vous parler d'un point important, la promesse d'embauche. Grand 3, la promesse d'embauche. Une fois le recrutement effectué, l'employeur et le candidat retenu peuvent décider de s'engager, de s'obliger, de concrétiser leur rapport. L'hypothèse est fréquente lorsque l'employeur veut impérativement retenir un candidat qu'il sait sollicité par d'autres entreprises concurrentes. La question qui se pose, c'est quelle est la valeur de cet engagement mutuel qui n'est pas encore le contrat de travail? La question ne se pose pas quand il y a un écrit. L'écrit est en général assez formel, assez détaillé par l'entreprise qui veut recruter. Et à ce moment-là, on va considérer que la promesse d'embauche est un contrat qui lie les parties dans l'attente du contrat de travail. En revanche, le contentieux peut intervenir lorsque l'employeur n'a pas dit grand-chose, n'a pas donné d'écrit, que les parties ont parlé de choses assez générales, sont pas vraiment rentrées dans les détails. Il ne s'agira pas alors d'un contrat, mais de ce que l'on appelle de simples pourparlers, qui n'engagent en rien l'entreprise qui souhaitait recruter. Alors, est-ce que l'une ou l'autre des parties ont un recours lorsqu'il y a une rupture de la promesse d'embauche? Bien, tout dépend évidemment si c'est un contrat ou pas. Si c'est un contrat, évidemment, la partie lésée pourra demander des dommages-intérêts. En revanche, lorsque l'on ne sait pas si c'est un contrat, les juges vont partir à la recherche, à l'occasion des pourparlers, des détails dans lesquels on est entré. Si jamais on a commencé à parler de rémunération, de lieu d'embauche, de qualification, de détails du poste, etc., ils pourront considérer à ce moment-là que ces pourparlers valent quelque chose et nécessitent l'allocation à la personne évincée de dommages-intérêts. En résumé, deux difficultés apparaissent dans la promesse d'embauche, celle de la preuve d'une réelle volonté de s'engager et le dédommagement, c'est-à-dire l'appréciation concrète du dommage subi. En ce qui concerne le candidat, cette appréciation pourra être lourde de conséquences, notamment dans le pire des cas, si lui a estimé que les différents rendez-vous de recrutement ont abouti, qu'il démissionne de son poste et qu'au final, il n'a rien, et donc même pas le droit à l'assurance chômage, puisque quand on démissionne, on n'a pas le droit à l'assurance chômage. C'est donc la promesse d'embauche, quelque chose de dangereux. Il faut s'assurer d'un écrit et il faut s'assurer du contenu de l'écrit. Mise à jour 2018 dans le titre relatif au contrat de travail. Dans ce titre relatif au contrat de travail, il y a un premier chapitre qui s'intitule « Accéder au travail ». Et dans les différentes modalités concernant l'accès au travail, il y a des règles qui concernent le recrutement. Donc, dans ce grand 2 concernant le recrutement, je voulais juste vous informer du fait que les dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail qui énonce toutes les discriminations, les motifs discriminatoires, eh bien, a été récemment enrichi en 2 temps, en fait. Donc,
Une loi du 24 juin 2016 intègre la notion de vulnérabilité économique. Une loi du 18 novembre 2016, elle, intègre la possibilité pour un salarié de s'exprimer dans une langue autre que le français, ce qui sous-entend que si on n'accepte pas une personne qui s'exprime dans une autre langue que le français, eh bien la mesure serait discriminatoire. Et enfin, une loi du 28 février 2017 concerne la domiciliation bancaire. Effectivement, curieusement, à travers cette loi qui est relative à l'égalité réelle outre-mer, on vise à protéger les comportements discriminatoires dont s'estiment victimes les populations ultramarines dans l'accès au logement ou au crédit en raison d'un compte bancaire domicilié hors de l'Hexagone. Bon, c'est pas grave hein, d'insérer ça, on peut juste se demander si ce n'est pas un peu redondant face aux critères concernant la résidence, mais bon. En tout cas, voilà la mise à jour pour l'article 1132-1. Je voudrais également vous faire une mise à jour, toujours dans ce même chapitre, accéder au travail. Cette fois-ci, ce n'est plus dans le titre 2 concernant l'article 1132-1, c'est un peu plus loin, dans les principes du recrutement. Notamment quand j'explique que l'employeur doit respecter le principe de confidentialité des informations que le salarié aurait été amené à lui donner lors de l'entretien d'embauche. Alors, j'avais dit à l'époque qu'il fallait respecter la loi du 6 janvier 1978 sur les mesures qui sont prises, notamment à travers le rôle de la CNIL pour protéger les données. Évidemment, je suis obligée de vous parler à ce moment-là de ce que l'on appelle, de manière très générale, le RGPD, c'est-à-dire le Règlement général de protection des données. Ce règlement a pour objectif de mettre en conformité les dispositions nationales avec les mesures prises dans le cadre de l'Union européenne, et s'appliquera directement, puisque c'est un règlement, à compter du 25 mai 2018. C'est-à-dire aujourd'hui. Alors voilà, je suis vraiment parfaitement en raccord avec la mise à jour, j'en suis très fière. Alors, lorsque les dispositions seront effectivement mises en place à travers une loi, cela va concerner beaucoup d'autres domaines que le droit du travail, mais je voulais juste vous en dire un mot, à savoir que la CNIL va voir ses pouvoirs augmenter, notamment en matière de sanctions, en matière d'information de la part des entreprises. Et puis également, on apprenait aux étudiants qu'il fallait que le projet de traitement automatisé fasse l'objet d'une déclaration préalable à la CNIL. Voilà, il n'en est plus le cas, puisqu'on introduit à travers le RGPD une nouvelle logique de responsabilisation. En effet, il appartient désormais aux responsables des traitements de données, tout simplement de mener une analyse d'impact au sein de leur entreprise, notamment, afin de mesurer le risque en matière de protection des données. Et après, uniquement le cas échéant, de consulter la CNIL si le traitement présente un risque élevé. Voilà pour cette nouvelle mise à jour. Enfin, toujours dans ce chapitre accéder à l'emploi, je voudrais vous faire une mise à jour dans le grand 3 concernant la promesse d'embauche. En effet, il y a eu un arrêt important de la Chambre sociale du 21 septembre 2017. Dans cette affaire, il y a un revirement de jurisprudence concernant la promesse d'embauche. Avant, donc, pour résumer, on distinguait la promesse d'embauche de l'offre d'emploi. Et l'offre d'emploi, si elle était suffisamment précise, valait contrat de travail, dès son émission. Dans cet arrêt de la Chambre sociale du 21 septembre 2017, les juges profitent de la réforme du droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016 pour faire évoluer la jurisprudence. Désormais, la Chambre sociale s'appuie sur les définitions de l'offre et de la promesse unilatérale des articles 1114 à 1116 du Code civil. Désormais, la distinction est la suivante. Soit il y a une offre de contrat.
C'est un acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Cette offre de contrat peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. Si la rétractation intervient avant l'expiration du délai fixé par son auteur, dans notre cas l'employeur, elle fait obstacle à la conclusion du contrat et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur, c'est-à-dire de simples dommages-intérêts. Cette offre de contrat ressemble à ce que l'on disait avant concernant la promesse d'embauche, c'est-à-dire des pourparlers qui auraient été très avancés. S'il n'y a pas d'offre de contrat, deuxième temps, il y a alors promesse unilatérale de contrat. Dans ce cas, on ne parle plus d'acte, mais de contrat par lequel une partie, le promettant, accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Si il y a révocation, eh bien l'employeur doit intervenir pendant le temps laissé pour opter. Mais cela n'empêche pas la formation du contrat de travail. Dans ce deuxième cas, donc, en cas de promesse unilatérale de contrat de travail, si rupture abusive il y a de la part de l'employeur, elle aura pour effet les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.